Bonjour et bienvenue dans le module sur les systèmes de tournoi. Nous présentons dans ce module les principaux systèmes de tournoi que sont le tournoi toute ronde, le système de coupe et le système suisse. Le tournoi toute ronde, ou tournoi fermé, est probablement le système le plus équitable et représentatif qui soit. Dans ce système, chacun joue contre chaque adversaire. Ce type de tournoi est en conséquence relativement long, la durée du tournoi augmentant avec le nombre de joueurs. Le tirage au sort des appareillements se fait de manière systématique, assurant une distribution la plus équilibrée possible des couleurs. Ce système de tournoi est particulièrement adapté aux tournois décernant un titre, comme un championnat national, car personne ne peut ici revendiquer la victoire sans avoir affronté ses meilleurs concurrents. La beauté de ce système réside dans le fait qu'il est très simple à organiser et ne nécessite qu'un crayon et une feuille de papier. L'élément central d'un toute ronde est le tableau du tournoi, ou tableau des résultats. Dans un tel tableau, ici par exemple pour 8 participants, chaque joueuse et joueur occupe une ligne, sur laquelle les résultats du joueur contre les adversaires respectifs seront inscrits. Chaque joueur possède également sa propre colonne, en tant qu'adversaire des autres participants. Les résultats des parties respectives doivent être inscrits. Dans le cas où Bernard a par exemple gagné contre le numéro 3 Eric, on marque un point sur la ligne de Bernard contre cet adversaire, et naturellement, 0 point de l'autre côté, car Eric a perdu. À la fin du tournoi, le tableau est complété avec tous les résultats, et chaque joueur obtient un certain nombre de points, un départage, et se voit attribuer un rang. Mais comment définit-on maintenant les appareillements? Qui va jouer contre qui et avec quelle couleur? La manière la plus simple est ici ce que l'on nomme le système Rouch. On dispose sur une table le nombre d'échiquiers correspondants, avec blanc et noir à chaque fois inversés. On place ensuite les joueurs de la manière suivante, le numéro 1 jouant au premier échiquier avec les noirs, le numéro 2 au deuxième échiquier avec les blancs, et ainsi de suite de l'autre côté de la table pour les joueurs numéro 5 à 8. Ainsi, chaque joueur doit se rappeler qui est assis à côté de lui et se déplacer d'un siège à la fin de la partie. Le numéro 2 prend la place du numéro 3, le numéro 3 à la place du numéro 4, etc. Et le 8, celle du numéro 2. Seul le numéro 1 reste fixe. C'est le système de glissement, Rutsch en allemand. À la fin de la ronde, le premier échiquier est tourné. Le numéro 1 alterne ainsi toujours blanc et noir. Lorsqu'on regarde le tableau des appareillements, on remarque que ceux-ci sont inéquitables pour le joueur numéro 7. Il joue en effet avec les noirs contre les numéros 1, 2 et 3. Cela est particulièrement problématique si les numéros sont attribués par ordre de force. Le numéro 7 joue alors avec les noirs contre les 3 plus forts adversaires. Si le nombre de joueurs est impair, le système est encore plus simple. On place à nouveau les joueurs 1 à 8 aux échiquiers et le numéro 9 reste à l'écart. À la fin de la partie, chaque joueur se déplace d'un siège et il n'y a pas besoin de retourner d'échiquier. 9 participants signifie logiquement 9 rondes. Et chaque joueur sera à son tour dispensé de l'une d'entre elles. Afin de corriger les inégalités mentionnées, un joueur d'échecs nommé Johann Nepomuk Berger a développé un système, les dites tables de Berger. Il a également donné son nom au départage Sonneborn Berger, ce dernier ayant été inventé par Hermann Neustadt. À côté de son activité de compositeur d'échecs et théoricien des finales, il était également professeur de droit commercial et de comptabilité à l'université, ce qui était certainement d'une grande aide pour le développement d'un tableau d'appareillement plus juste, ainsi que d'un mode de départage équitable pour les classements. Mais à quoi ressemble ce système de Berger?
Dans ce système, les échiquiers sont tous placés de la même manière. Tous les blancs sont du même côté de la table. À la différence du système Roach, c'est le joueur ayant le numéro 8 qui reste fixe. Les autres joueurs se placent de manière inchangée avec le numéro 1 en face du numéro 8. Chacun doit également observer qui est assis à côté de lui, mais les déplacements sont quelque peu différents. Le joueur au dernier échiquier avec les noirs vient se placer au premier échiquier. Les autres joueurs se déplacent également. Le numéro 4 à la place du numéro 7, le numéro 8 à temps fixe. Le numéro 3 remplace le numéro 6. Le numéro 2 remplace le numéro 5. Le numéro 1 va à la place du numéro 4. Le numéro 6 prend la place du numéro 2. Et finalement, le numéro 7 remplace le numéro 3. Et à la fin, le premier échiquier est retourné. En lieu et place de ces nombreuses flèches, voyons plutôt une meilleure animation montrant le fonctionnement du système. À la première ronde, le numéro 8 a les noirs au premier échiquier. En face de lui, le numéro 1. Le reste des numéros est distribué autour de la table. À la fin de la partie, on se lève et le joueur 5 va se placer au premier échiquier. Les autres joueurs se déplacent autour de la table. On retourne finalement le premier échiquier. Après la ronde 2, c'est le numéro 2 qui se positionne au premier échiquier. Celui-ci est à nouveau retourné. Après la ronde 3, c'est au tour du numéro 6 de se rendre au premier échiquier, suivi de la rotation. Après la ronde 4, c'est le numéro 3. Après la ronde 5, c'est au tour du numéro 7. Et après la ronde 6, au tour du numéro 4. Et nous voilà arrivés à la dernière ronde. Maintenant, comment construit-on les tables de Berger sans une telle animation? La procédure est la suivante. On reprend ici l'exemple avec 8 participants. Nous avons donc 7 rondes et 4 échiquiers. Le participant avec le numéro le plus élevé joue à la première ronde avec les noirs au premier échiquier. Il reste ensuite au premier échiquier en alternant noir et blanc. Au premier échiquier s'affrontent à la première ronde le numéro 1 et le numéro 8. On poursuit ensuite avec le deuxième, troisième, quatrième échiquier. Toujours avec les blancs en plaçant à chaque fois le numéro suivant. Arrivé au dernier échiquier, le numéro suivant a les noirs et l'on revient en arrière en complétant les échiquiers noirs par ordre croissant de numéros. Après la première ronde, le joueur avec les noirs au dernier échiquier vient se placer au premier échiquier. Le numéro suivant a les blancs au deuxième échiquier. Le numéro 6 avec les blancs au deuxième. Le numéro 7 avec les blancs au troisième. Le numéro 8 est déjà placé. On passe donc au numéro 1. Le numéro 2 a les noirs au quatrième échiquier et on poursuit l'ordre croissant. Le joueur noir du quatrième échiquier, le numéro 2, vient au premier échiquier pour la ronde 3 et on complète à nouveau les échiquiers suivants par ordre croissant de numéros. Comme le numéro 8 est fixe, on passe du numéro 7 au numéro 1. Et cela se répète d'une ronde à l'autre. Comment procède-t-on maintenant si l'on souhaite organiser un tournoi toute ronde? Il faut tout d'abord créer le tableau d'appariement comme présenté il y a un instant. Il peut être fait à la main, au moyen d'un algorithme, par exemple un logiciel d'appariement, ou tiré d'un manuel. On peut trouver diverses tables déjà construites pour 4 à 16 joueurs voire plus. On construit ensuite un tableau des résultats ou un tableau de tournoi, soit au moyen d'un crayon et d'une feuille de papier, ou en utilisant un modèle Excel. Ce système de tournoi
est toutefois implémenté dans la plupart des logiciels d'appariement. Voici un exemple de tableau d'appariement pour 7 rondes et 8 participants, avec une colonne supplémentaire pour la date de la ronde. Il est recommandé que toutes les parties d'une ronde se jouent le même jour, afin d'éviter les concertations. Et ici, un exemple de tableau de tournoi avec 8 participants et la fameuse diagonale noire. En plus des points, divers départages permettent d'établir une liste de classement. Nous reviendrons sous peu sur ce point. Le système de loin le plus équitable est le tournoi toute ronde en aller-retour. Le tableau du tournoi comprend 2 cases par adversaire. Une fois pour les blancs, une fois pour les noirs. Le tableau des appariements comprend également les rondes aller puis les rondes retour. Les couleurs pour les rondes retour sont inversées par rapport aux rondes aller. Si j'ai joué la ronde aller avec les blancs contre un adversaire, j'aurai les noirs à la ronde retour contre ce même adversaire. À quoi ressemble alors un tournoi organisé en aller-retour? Nous avons ici un exemple avec 2 fois 7 rondes. Nous prenons tout d'abord le tableau habituel pour 8 participants, et celui-ci est dédoublé en inversant les couleurs. Il reste toutefois un détail problématique. Certains joueurs ont maintenant 3 fois de suite la même couleur. C'est le cas pour le numéro 1 qui a 3 fois de suite les noirs. De même pour le numéro 5 qui triple les blancs. Afin de remédier à ce problème, la règle est d'inverser les 2 dernières rondes de la partie aller. On évite ainsi que les participants aient 3 fois la même couleur de suite. En résumé, pour un tournoi aller-retour, premièrement, dédoubler le tableau habituel en inversant les couleurs pour les rondes retour. Deuxièmement, intervertir les 2 dernières rondes de la partie aller. Pour les toutes rondes où certains joueurs peuvent être considérés comme entre guillemets amis car ils sont du même club ou de la même fédération, on utilise les dites tables de Varma. Ces tables permettent de faire affronter ces joueurs en question tôt dans le tournoi afin d'empêcher des arrangements. En effet, plus le tournoi est avancé, plus l'incitation à arranger des résultats est élevée si un joueur sait qu'il peut de la sorte assurer un titre ou un gain financier important. Faire jouer de tels joueurs ensemble en début du tournoi réduit les risques, car de tels arrangements, par exemple des nuls rapides, peuvent se retourner contre leur joueur en question en cours de tournoi, s'il s'avère qu'il lui manquera en conséquence de précieux points permettant de concourir pour un titre ou un prix. Les tables de Varma définissent plusieurs groupes de joueurs en guillemets amis. Comme pour les tables de Berger, on peut trouver ces tables préconçues dans un manuel pour des tournois entre 9 et 24 participants. Le nombre de groupes peut varier en fonction du nombre de joueurs à considérer et de quels joueurs doivent s'affronter tôt dans le tournoi. Ici, un exemple pour un tournoi de 10 participants avec 4 groupes. Le groupe A contient les numéros de départ 3, 4 et 8. Le groupe B, les numéros 5, 7 et 9. Le groupe C, les numéros 1 et 6. Finalement, le groupe D avec les numéros 2 et 10. Lorsqu'on regarde le tableau d'appariement pour 10 joueurs et 9 rondes, on remarque que les joueurs du groupe A s'affrontent aux rondes 1, 2 et 6. Ceux du groupe B aux rondes 2, 4 et 6. Le groupe C à la ronde 6. Et le groupe D à la ronde 3. Ces participants amis ne jouent ainsi pas l'un contre l'autre lors des 3 dernières rondes et ne peuvent pas prévoir d'arrangement dans le but d'influencer le résultat ou le classement final. Afin d'établir une liste de classements ayant du sens dans un tournoi à toute ronde, il existe différents critères. Les critères les plus importants sont le nombre de points, c'est-à-dire la somme des résultats individuels, la confrontation directe, le nombre de victoires, le résultat avec les noirs en pourcentage, et le Sonneborn-Berger, c'est-à-dire le nombre de points des adversaires pondéré par le résultat contre eux. Il est très important de définir à l'avance l'ordre des départages dans le règlement du tournoi.
La confrontation directe est un bon critère, mais uniquement dans certaines situations. Si seuls deux joueurs ont le même nombre de points et l'un a battu l'autre, le classement est clair. Mais si plus de deux joueurs ont le même nombre de points, on risque de rentrer dans une boucle. Par exemple, A a battu B, B a battu C, et C a battu A. Et l'on n'arrive pas à départager ces joueurs par la confrontation directe. En cas de nul entre deux joueurs, ou si l'on se trouve dans une boucle, on doit considérer le critère suivant. Les critères les plus simples sont le nombre de gains, on considère qu'une victoire vaut plus que deux nuls, ou le résultat avec les noirs. On suppose ici qu'il est plus difficile de marquer des points avec les noirs qu'avec les blancs. Les noirs ont alors un certain désavantage par rapport aux blancs. On calcule ici généralement le pourcentage de points marqués avec les noirs. Par exemple, si l'on a marqué 3 points sur 5 possibles avec les noirs, le résultat est 60%. Dans le départage Sonneborn-Berger, on considère la somme des points de l'adversaire multipliée par notre résultat contre celui-ci. Avec cette pondération, j'obtiens les points des adversaires que j'ai battus, la moitié des points de ceux contre qui j'ai fait nul, et aucun point des adversaires contre qui j'ai perdu. Il existe des variantes. On peut par exemple considérer uniquement les adversaires qui ont marqué au moins 50% des points. Mais la version usuelle du départage est les points de chaque adversaire multipliés par mon résultat contre eux. Voici un exemple de classement. Nous prenons le tableau croisé et calculons le nombre de points qui est le premier critère. Le deuxième critère est ici le nombre de gains. Nous calculons et ajoutons le départage dans une nouvelle colonne gains. Le résultat avec les noirs est un peu plus compliqué car nous devons tout d'abord savoir qui avait les noirs contre quel adversaire. Après consultation du tableau d'appariement, on sait que les résultats colorés pour chaque joueur ont été obtenus avec les noirs. On calcule ensuite le nombre de points obtenus par rapport au nombre total de parties jouées avec les noirs. La construction des tables de Berger fait que la première moitié des numéros de départ, ici 1 à 4, a 3 fois les noirs dans le tournoi. Et la deuxième moitié, ici 5 à 8, a 4 fois les noirs. Finalement, on exprime le résultat avec les noirs en pourcentage. Le critère du Sonneborn-Berger est la somme pondérée du nombre de points des adversaires. Pour le calculer, on additionne la moitié des points de chaque adversaire contre qui on a fait nul et l'entier des points de chaque adversaire qu'on a battu. Ainsi, on obtient 2,5 points contre les adversaires 2 et 7, c'est-à-dire la moitié de 2 pour l'adversaire numéro 2, plus la moitié de 3 pour l'adversaire numéro 7, ce qui fait 1 plus 1,5 est égal à 2,5, et 5 points et demi contre les adversaires 4 et 8, c'est-à-dire 3 points et demi plus 2 points. Denis a alors un Sonneborn-Berger de 8 points. Il s'agit en termes mathématiques d'un produit scalaire des résultats du joueur et des points des adversaires. La dernière étape consiste à calculer le rang. Claude remporte évidemment le tournoi avec 6 points, suivi des joueurs à 4,5, 4 points et 3,5. Deux joueurs ont 3 points. Considérant le deuxième critère, chacun a remporté 2 victoires. Le joueur 7 a un meilleur score avec les noirs. Troisième critère,
que le jour 1, il se classe donc 5e. Idem pour départager les numéros 8 et numéro 2. Jack a un meilleur pourcentage avec les noirs, il se classe donc 7e. Lorsque l'on utilise le Sonneborn-Berger comme départage dans un tournoi toute ronde, il s'agit généralement du premier critère après les points dans le règlement du tournoi. On ignore donc le nombre de gains et le score avec les noirs. Dans ce cas, l'ordre des 4 premiers est déterminé par les points et reste inchangé. Les 2 joueurs à 3 points sont départagés par le Sonneborn-Berger. De même que les joueurs à 2 points. Contrairement à l'exemple précédent, Albert est maintenant classé 7e grâce à un meilleur Sonneborn-Berger. Il est ainsi primordial de définir avant le début du tournoi dans le règlement quels sont les départages qui s'appliquent et dans quel ordre. Nous terminons la présentation des tournois toutes rondes par quelques exercices. Nous vous invitons à mettre la vidéo sur pause après l'énoncé de l'exercice et tenter de répondre aux questions par vous-même avant de visionner la solution. Dans un premier exemple, nous souhaitons créer un tableau d'appariement pour 6 participants. Nous avons donc 5 rondes et 3 échiquiers. Quels seront donc les appariements? Pour débuter, le plus haut numéro a les noirs au premier échiquier et alterne ensuite les couleurs. Le numéro 1 a ensuite les blancs au premier échiquier à la première ronde. Nous complétons ensuite les autres appariements dans l'ordre croissant des numéros de départ, d'abord les blancs, puis les noirs en revenant en arrière. Pour la deuxième ronde, le joueur noir au quatrième échiquier vient se placer au premier échiquier. On poursuit ensuite dans l'ordre croissant des numéros avec les échiquiers blancs. Après le 4, suit donc le numéro 5. Après le 5, le numéro 6 étant fixe au premier échiquier, nous revenons au numéro 1, qui aura donc les blancs au troisième échiquier. Arrivé au troisième échiquier, nous continuons donc avec les noirs et le joueur numéro 2 et revenons en arrière. Le numéro 2, qui a joué avec les noirs au dernier échiquier, vient se placer au premier échiquier pour la troisième ronde, et ainsi de suite. Nous complétons les échiquiers blancs par ordre croissant des numéros, et poursuivons avec les noirs en revenant en arrière. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tournoi. Dans ce deuxième exemple, nous souhaitons établir la liste de classement pour 6 participants. Nous déterminons en premier lieu le nombre de points, qui est la somme des résultats individuels du joueur. Le deuxième critère que nous choisissons est le nombre de gains. Nous ne comptons ainsi que les parties gagnées par le joueur. Les nuls et défaites ne sont pas pris en compte. On peut naturellement calculer les départages pour tous les joueurs. Afin de gagner du temps, cela fait cependant sens de considérer le deuxième départage uniquement pour les joueurs ex aequo au nombre de points. Il est en effet déjà clair par le nombre de points que Denis remporte le tournoi et que Franck occupe le dernier rang. Le troisième critère est le Sonneborn-Berger, c'est-à-dire
la somme des points des adversaires qu'on a battus, plus la moitié de la somme des points des adversaires contre qui on a fait nul. Ici également, on ne doit calculer que 3 lignes. Bernard étant dépassé au deuxième départage. Le troisième départage est le résultat en pourcentage avec les noirs. Nous devons tout d'abord vérifier dans le tableau précédent quel joueur avait les noirs contre qui. Lorsque cela est fait et que l'on a calculé le résultat obtenu avec les noirs, on obtient les pourcentages suivants. Le classement final est donc le suivant. Denis est premier avec 4 points et Franck dernier avec 1 point. D'après le deuxième critère, Bernard est avant-dernier avec 2 points et demi. Eric obtient le meilleur Sonneborn-Berger des joueurs restants et termine deuxième. Le dernier critère, le pourcentage avec les noirs, est à la faveur de Claude, qui finit troisième devant Albert, qui termine quatrième. Le système au chaos est probablement le système de tournoi le plus ancien qui existe. Dans ce système, seuls les vainqueurs poursuivent le tournoi. Les perdants sont éliminés. Dans le cadre des échecs, cela signifie qu'une partie nulle est répétée jusqu'à ce qu'un vainqueur s'en suive. Les couleurs sont dans ce cas inversées, ou le temps de réflexion réduit pour les parties suivantes. Après chaque ronde, le nombre de participants restants dans le tournoi est divisé par 2. Le vainqueur de la finale remporte le tournoi. Les rondes précédentes sont appelées demi-finale, quart de finale, etc. La difficulté dans l'organisation d'un système au chaos réside dans la préparation du tableau de départ. Il faut prendre en compte le fait qu'il puisse y avoir des préqualifiés, des dispensés, éventuellement des rondes préliminaires. Ce système est également connu sous le nom de système de coupe. Le système au chaos se termine par un match entre les 2 derniers adversaires restants. Avant cela, il y a des demi-finales, donc 2 matchs et 4 participants. Celles-ci sont précédées par les quarts de finale, c'est-à-dire 4 matchs entre 8 participants, et ainsi de suite. 8e de finale avec 16 participants, 16e de finale avec 32 participants. Le tableau est dans ce cas symétrique. Il se peut cependant qu'il n'y ait pas exactement 32 participants au départ. Il y a alors des joueurs dispensés, c'est-à-dire qui ne jouent pas la première ronde, voire la deuxième. Il peut également y avoir un joueur préqualifié et dispensé de première ronde car il a par exemple remporté le tournoi l'année d'avant. Le but idéal est toujours d'avoir un arbre symétrique, avec un nombre de participants égal à une puissance de 2, mais ce n'est souvent pas le cas dans la réalité. Comment procède-t-on donc pour organiser un tournoi au système chaos? Il faut tout d'abord définir le nombre total de participants. Pour chaque préqualifié, il faut ajouter un participant fictif dans le tableau. Il faut ensuite déterminer la puissance de 2 directement supérieure à ce nombre de participants, fictifs inclus, et le nombre de joueurs correspondant à la différence entre les 2 valeurs reçoit une dispense de jeu à la première ronde. Si cela ne permet pas de former un tableau idéal, il faut ajouter une ronde préliminaire. Pour une ronde préliminaire, on ajoute 3 participants fictifs par préqualifié, ce qui équivaut à 2 puissance 2 moins 1. Pour 2 rondes préliminaires, 7 participants fictifs par préqualifié est égal à 2 puissance 3 moins 1, ou 15 dans le cas de 3 rondes préliminaires, etc.
À nouveau, on somme les participants réels et fictifs et déterminons la puissance de 2 suivante. La différence est dispenser le jeu. Lorsque l'on crée le tableau, on peut déterminer par avance tous les appareillements possibles jusqu'à la finale, comme par exemple dans un tournoi de tennis. Il est également possible de tirer au sort les appareillements lors de chaque ronde. Les appareillements potentiels futurs ne sont alors pas déterminés. En règle générale, l'arbre des appareillements est fixé dès le départ. À quoi ressemble maintenant un tel tableau? Prenons un exemple avec 25 participants sans préqualifiés. La puissance de 2 suivante est donc 32. Nous ajoutons donc encore cette place. Dans un premier temps, nous distribuons les dispenses dans le tableau, aussi dispersées que possible les unes les autres. Nous appareillons ensuite les joueurs restants en leur attribuant une couleur. Nous avons donc 32 participants, 16 parties qui se terminent par les résultats suivants. Naturellement, seuls les vainqueurs poursuivent le tournoi. Pour la distribution des couleurs, par exemple, Anna n'a pas joué de partie et Hugo a eu les blancs à la première. Hugo jouera donc la deuxième partie avec les noirs. Les autres appareillements se font de manière similaire. Si 2 joueurs ont joué leur partie et ont eu des couleurs différentes, on les alterne. Il est toutefois possible que l'historique des couleurs des joueurs est le même et qu'un participant doive doubler une couleur. Une possibilité consiste ici à tirer au sort la couleur. À noter que dans les exemples de ce cours, afin de simplifier la présentation du système de coupe, chaque ronde se joue en une seule partie entre les 2 adversaires. Afin de remédier au problème de la couleur, on peut également organiser chaque ronde sous la forme d'un match aller-retour entre les 2 joueurs avec couleur inversée. Le vainqueur du match passe alors à la phase suivante. À nouveau, les vainqueurs se qualifient pour la ronde suivante et l'on essaie d'équilibrer au mieux les couleurs, en ayant recours, si nécessaire, à un tirage au sort. Et ainsi de suite jusqu'à la finale. Dans un système au chaos sous sa forme la plus simple, les perdants de chaque ronde sont définitivement éliminés. Il est également possible d'organiser un tableau secondaire où les perdants de chaque ronde obtiennent une deuxième chance. Ce tableau de repêchage comprend également plusieurs phases à élimination directe, et le vainqueur de la finale du tableau secondaire rejoint le vainqueur du tableau principal pour une grande finale. Dans le deuxième exemple, nous avons 13 participants, dont 2 préqualifiés pour la ronde suivante. Nous avons donc 13 participants, plus 2 participants fictifs pour les préqualifiés, et nous remplissons avec des dispenses jusqu'à la puissance de 2 suivante. Ici 16, donc encore une place. Nous plaçons ensuite les préqualifiés dans le tableau le plus éloigné possible l'un de l'autre. Ensuite la joueuse dispensée, puis le reste des participants. Les parties se jouent et les vainqueurs avancent dans le tournoi. Les couleurs sont attribuées soit selon l'historique des joueurs, soit par tirage au sort. Et ainsi de suite jusqu'à la finale. Dans l'exemple suivant, nous avons à nouveau 13 participants, mais cette fois 4 préqualifiés. Essayons de procéder comme dans l'exemple précédent. Nous avons 13 participants, 4 préqualifiés, cela donne 17 places. La puissance de 2 suivante est 32. Nous rajoutons donc 15 dispenses. Après avoir distribué les préqualifiés, nous nous rendons compte qu'il y a plus de dispenses que de participants encore à placer. Nous devons donc organiser une ronde préliminaire et avons donc 3 participants fictifs au lieu d'un seul par préqualifié. Cela donne 13 participants de départ,
12 participants fictifs et encore 7 places jusqu'à 32. Nous plaçons les préqualifiés ainsi que les autres participants fictifs. Ensuite, les participants dispensés et finalement les participants restants. Les joueurs préqualifiés avancent automatiquement et sont dispensés d'une ronde de plus. Les participants ayant une dispense poursuivent également, ainsi que les vainqueurs qui ont joué leur partie. La distribution des couleurs se fait comme précédemment expliqué. Le tournoi se joue ensuite jusqu'en finale. Si l'on retire les dispenses, on remarque qu'une ronde préliminaire a été jouée avec une partie, puis une deuxième ronde a eu lieu avec 4 parties. Les préqualifiés ne sont entrés qu'à la troisième ronde. Il s'agit ici de Anna, Bernard, Chloé et David. Le tableau n'est pas très esthétique, mais nécessaire en raison du nombre de participants et de préqualifiés. L'avantage du système de coupe est que le classement est clair. Le vainqueur est premier et le finaliste est deuxième. On peut également organiser une petite finale entre les deux perdants des demi-finales afin de déterminer la troisième place. Voici encore quelques exercices permettant de mieux comprendre ce système relativement complexe dans ses calculs et sa mise en place. Tout d'abord, un rappel du procédé pour la création du tableau du tournoi. Il faut tout d'abord déterminer combien de joueurs participent au tournoi. On calcule ensuite le tableau de manière itérative. On dispense d'abord les préqualifiés d'une ronde, s'il y en a, et on ajoute un participant fictif par préqualifié. On définit ensuite la puissance de 2 suivante. Le nombre de dispensés est la puissance de 2 supérieure suivante moins le nombre total de participants, c'est-à-dire les participants réels plus les fictifs. Il y a ensuite 2 cas de figure. Si le nombre de dispensés est supérieur au nombre de joueurs après avoir retiré les préqualifiés, il faut ajouter une ronde préliminaire et recommencer le calcul, avec 3 participants fictifs par préqualifié, et ainsi de suite. S'il reste assez de joueurs pour le nombre de dispenses, le nombre de rondes correspond à l'exposant de la puissance de 2. Par exemple, 3 rondes si la puissance est 8, donc 2 puissance 3. Lorsque l'on arrive à déterminer la structure des rondes, avec éventuellement des rondes préliminaires, on dessine l'arbre du tournoi. Premier exemple avec 28 participants sans préqualifiés. La puissance de 2 suivante est 32. Nous avons donc 4 dispensés. Après contrôle, 4 dispensés, 0 fictif et 28 participants donnent 32. Le nombre de rondes est ainsi de 5. Nous plaçons les dispenses ici du côté gauche de l'arbre. Ces 4 parties n'ont pas lieu. Il reste donc 24 participants qui disputent la première ronde. 12 d'entre eux se qualifient et rejoignent les 4 dispensés en deuxième ronde. Nous avons donc 16 participants à la deuxième ronde. Le reste est entièrement symétrique. Dans l'exemple suivant, nous avons 18 participants, dont 2 préqualifiés. Le nombre de participants est donc 18 réels plus 2 fictifs est égal à 20. La puissance de 2 suivante est 32. Nous avons donc 12 dispensés. Nous contrôlons rapidement. 12 dispensés plus 2 fictifs plus 18 participants réels donne bien 32. Ici également, le tournoi se joue en 5 rondes. Nous plaçons les participants fictifs aux extrémités, ainsi que les 12 dispenses réparties dans les différentes branches.
Les préqualifiés commencent directement en deuxième ronde, ainsi que les 12 dispensés. Seules 2 parties auront lieu en première ronde. De ces 4 participants de la première ronde, 2 passent en deuxième ronde et rejoignent les 2 préqualifiés ainsi que les 12 dispensés pour un total de 16 participants. Les préqualifiés n'ont ici pas été spécialement avantagés car seuls 4 participants ont dû disputer la première ronde. Les 12 dispensés ont reçu le même privilège que les préqualifiés. Essayons de mieux favoriser les préqualifiés en les dispensant d'une ronde supplémentaire. Nous ajoutons donc 3 participants fictifs par préqualifié. Cela donne 18 participants, plus 2 fois 3 fictifs, est égal à 24. La puissance de 2 suivante est 32. Le nombre de dispensés de la première ronde est donc 8. Pour contrôle, 8 dispensés plus 6 fictifs plus 18 participants donne bien 32. Nous avons donc à nouveau 5 rondes. Nous disposons les participants fictifs aux extrémités, puis les 8 dispenses. Si l'on retire les rondes des préqualifiés, on remarque qu'ils débutent directement en quart de finale. Seuls 8 participants jouent donc les premières rondes et 4 avancent en deuxième ronde. Ils y rejoignent les 8 dispensés de première ronde. 6 avancent ensuite au quart de finale où ils rejoignent les 2 préqualifiés. Nous avons donc 8 participants à ce stade et retrouvons une puissance de 2. Ce tableau est plus équitable pour les préqualifiés. Dans le dernier exemple, nous avons 16 participants et un préqualifié. Cela nous donne un total de 16 participants plus un participant fictif est égal à 17. La puissance de 2 suivante est 32, ce qui nous donne 32 moins 17 est égal à 15 dispensés. Pour contrôle, 15 dispensés plus un fictif plus 16 participants donne bien 32. Considérant l'arbre, nous disposons donc le participant fictif à l'extrémité ainsi que les 15 autres dispensés. En enlevant les branches des participants dispensés, nous remarquons que là également, le préqualifié n'a aucun avantage sur les autres, car il commence, comme tous les autres, en première ronde. Nous souhaitons, comme précédemment, trouver une amélioration et prenons 3 participants fictifs au lieu d'1. Nous avons donc 16 participants plus 3 fictifs égale 19 participants au total. La puissance de 2 suivante est 32. Le nombre de dispensés est donc de 32 moins 19 est égal à 13. Pour vérification, 13 dispensés plus 3 fictifs plus 16 participants donne bien 32. Nous plaçons les 3 participants fictifs à l'extrémité de l'arbre, ainsi que les 13 dispensés. En supprimant les branches, nous constatons que le préqualifié commence directement en quart de finale. Les autres participants disputent les huitièmes de finale. Seuls 2 participants doivent disputer une ronde préliminaire. Un tel tableau est naturellement plus juste que de faire jouer les préqualifiés comme tous les autres en première ronde. Le système suisse, ou système néerlandais, est de nos jours le système le plus utilisé pour les tournois de type Open, c'est-à-dire ouvert à tous les joueurs, contrairement aux tournois fermés sur invitation. Le système suisse est un croisement entre un toute ronde et un système de coupe, dans le sens où tous les joueurs jouent toutes les rondes, mais seuls les participants au parcours de tournois similaires s'affrontent. Par exemple, un joueur qui a le maximum de points
à un moment donné du tournoi, affrontera généralement d'autres joueurs qui ont également remporté toutes leurs parties. Ce système a cependant ses limites. Le nombre de participants ne doit être ni trop faible, ni trop élevé. Un tournoi en 7 rondes devrait avoir au moins 14 participants, mais pas plus de 2 puissance 7, donc 128 participants. Avec trop de joueurs, il est possible que 2 participants aient le maximum de points à la fin du tournoi sans avoir eu l'occasion de s'affronter. Avec trop peu de joueurs, le système suisse perd de son sens car l'on arrive rapidement à des appariements très déséquilibrés à mesure que l'on avance dans le tournoi, faute d'adversaires disponibles. Les appariements au système suisse se font généralement au moyen d'un logiciel, mais peuvent également être faits à la main avec un peu d'exercice, bien que des appariements manuels seront moins optimaux qu'avec un logiciel. Si l'on souhaite organiser un tournoi au système suisse manuellement, chaque joueuse et joueur aura besoin d'une fiche d'appariement. La fiche comprend le nom du joueur et son numéro de départ, et son éventuel classement Elo servant au tri de la liste de départ. Il y a ensuite une ligne par ronde sur laquelle est à chaque fois écrit, ici dans l'ordre, le nom de l'adversaire, l'échiquier, la couleur avec laquelle on a joué, notre résultat, le total des points du joueur après la ronde en question. À la fin du tournoi, on calcule le départage, par exemple en sommant le Buchholz rapporté par chaque adversaire, et l'on note le rang final. On peut en option rajouter d'autres informations, comme le rang intermédiaire après chaque ronde. Il est important de connaître un certain nombre de termes relatifs au système suisse. La notion de groupe de points est centrale dans ce système. Il s'agit de l'ensemble des joueurs ayant le même nombre de points au moment d'apparier une ronde du tournoi. Un top joueur est un joueur ayant plus de la moitié des points possibles au moment d'apparier la dernière ronde. Dans le cas où un groupe de points compte un nombre impair de joueurs, il y aura ce qu'on appelle un flotteur qui sera déplacé dans le groupe de points suivant. La préférence couleur est la couleur qu'un joueur devrait recevoir à la ronde suivante en fonction de son historique de couleur. On distingue plusieurs niveaux de préférence. Une préférence est absolue si la différence en valeur absolue entre le nombre de parties avec les blancs et les noirs est supérieure à 1. Par exemple, les 2 premières parties ont été jouées avec les blancs. Le joueur aura donc obligatoirement les noirs à la 3e. Ce raisonnement vaut naturellement pour les 2 couleurs. Il est strictement interdit d'avoir 3 fois la même couleur de suite. La seule exception concerne un top joueur à la dernière ronde. Dans l'intérêt de la compétition, on s'assure dans ce cas de pouvoir apparier les joueurs du haut du tableau ensemble, la question de la couleur étant ici secondaire. La préférence couleur est forte lorsque la différence entre blanc et noir est de 1. Si 3 parties ont été jouées avec les blancs et 2 avec les noirs, ou inversement, le joueur devrait recevoir la couleur avec laquelle il a le moins souvent joué. La préférence couleur est faible lorsque le même nombre de parties a été joué avec les 2 couleurs. On essaie ici d'alterner par rapport à la dernière partie. Si l'un des adversaires a une préférence couleur forte et l'autre une préférence couleur faible, la préférence forte doit être respectée en priorité. Quelle est maintenant la procédure à suivre pour organiser un tournoi au système suisse? La première étape consiste à former les groupes de joueurs ayant le même nombre de points. Un groupe comptera par exemple les joueurs ayant le maximum de points, puis un deuxième rassemblera les joueurs avec un demi-point de moins, etc., jusqu'au groupe de joueurs à 0 point. L'ordre d'appariement se fait du groupe le plus élevé, donc ayant le plus de points, en descendant groupe par groupe jusqu'au niveau le plus bas. Afin d'apparier un groupe de points, on trie d'abord les joueurs à l'intérieur du groupe dans l'ordre croissant du numéro de départ, donc du plus fort au plus faible,
et on divise le groupe en deux. La moitié supérieure, les plus forts, est appariée contre la moitié inférieure, les plus faibles, en respectant l'ordre des joueurs. Le premier de la première moitié est apparié contre le premier de la deuxième moitié, le deuxième contre le deuxième, etc. Il y a certaines règles fondamentales. Deux joueurs ne peuvent jouer qu'une seule fois l'un contre l'autre, et l'on ne peut pas avoir 3 fois de suite la même couleur, sauf dans des cas exceptionnels mentionnés plus tôt. Si l'appariement initial n'est pas optimal, on évalue d'autres possibilités en effectuant des transpositions de joueurs dans le groupe dans un ordre prédéterminé. Les participants surnuméraires ou difficiles à placer sont déplacés dans le groupe suivant. Si l'on arrive à un point dans la procédure où l'on n'arrive plus à poursuivre avec un appariement complet, des règles spéciales peuvent s'appliquer pour le reste des joueurs. On regroupe par exemple tous les joueurs ayant un score inférieur au dernier groupe que l'on a réussi à apparier. Il est important de trier correctement la liste de départ des joueurs. On considère en priorité le classement Elo des participants. Selon qu'il s'agisse d'un tournoi national ou international, on considérera le classement Elo national ou celui de la FIDE. Le participant à l'Elo le plus élevé reçoit le numéro de départ 1, et l'on poursuit par ordre décroissant de l'Elo. En cas de classement Elo identique, le titre est déterminant selon l'ordre suivant. Le titre de GM est plus élevé que IM, qui est supérieur à WGM, etc. L'ordre des titres est déterminé par le classement Elo nécessaire à leur obtention selon le règlement sur les titres. En cas d'Elo identique et de même titre, ou si les deux joueurs sont non titrés, l'ordre alphabétique du nom puis prénom prévaut. A passe alors devant B, etc. Voyons maintenant un exemple de liste de départ avec appariement de la première ronde. En raison du nombre impair, le joueur numéro 15 reçoit une dispense à la première ronde. Les 14 autres participants, triés sur la liste de départ, sont séparés en deux moitiés. Le numéro 1 joue ensuite contre le numéro 8, le numéro 2 contre le numéro 9, et ainsi de suite. La couleur qu'aura le numéro 1 à la première ronde est tirée au sort. Anna a par exemple ici les blancs. Le numéro 2 Bernard aura donc les noirs. Le numéro 3 Chloé, à nouveau les blancs, etc. Voyons maintenant comment fonctionnent les appariements dans les groupes de points. Nous sommes ici après 2 rondes d'un tournoi et avons différents groupes de joueurs allant de 2 points sur 2 à 0 points. Nous commençons par apparier le groupe le plus élevé, celui à 2 points. Le groupe est séparé en deux moitiés et Bernard affronte donc Noémie. Les deux joueurs ont ici une préférence pour les noirs. Dans un tel cas, c'est le joueur avec le numéro de départ le plus petit qui obtient sa préférence. L'appariement est donc Noémie avec les blancs contre Bernard avec les noirs. David a une préférence couleur faible pour les noirs et Olivier n'a joué qu'une partie avec les blancs car le forfait de la première ronde ne compte pas. Olivier a donc une préférence forte pour les noirs et a donc la priorité dans l'octroi de la couleur. L'appariement du groupe à 2 points est donc complété. Le groupe suivant n'est composé que d'une seule joueuse. Elle sera donc appariée comme flotteuse dans le groupe suivant à 1 point. Nous avons alors un groupe hétérogène avec une joueuse à 1,5 point et 5 joueurs à 1 point. Dans un groupe hétérogène, le joueur venant du groupe supérieur est considéré comme une moitié de groupe à lui seul et on tente de l'apparier contre le premier joueur des joueurs locaux. Léa joue donc contre Anna. Anna
a une préférence faible pour les blancs et Léa a une préférence faible pour les noirs. Il n'y a donc aucun problème et chacune obtient sa couleur. Le reste du groupe est traité comme un groupe homogène. Chloé et Karine ont la même préférence pour les blancs. Chloé a un numéro de départ plus faible et obtient sa préférence. Jean est à parier contre Marie. Jean n'a joué qu'une partie avec les noirs, donc préférence forte pour les blancs. Le forfait n'ayant aucune couleur, il n'est donc pas considéré. Marie a une préférence faible pour les blancs. Jean est donc prioritaire et a les blancs. Le groupe a un demi-point et est composé de 3 joueurs. Si le nombre de joueurs est impair, la moitié inférieure aura toujours un joueur de plus. La moitié supérieure est donc composée d'Émilie, la moitié inférieure de Félix et Inès. Nous tentons d'apparier le premier de chaque moitié, c'est-à-dire Émilie contre Félix. Émilie souhaite les blancs et Félix les noirs. L'appariement est donc optimal. Inès est alors reportée comme flotteuse dans le groupe à 0 points. On s'attend à ce qu'elle joue contre Gérard et que le dernier joueur, Hugo, soit dispensé. En regardant les préférences couleurs de plus près, on s'aperçoit qu'Inès et Gérard ont une préférence faible pour les blancs, alors qu'Hugo a une préférence faible pour les noirs. Un appariement optimal au système suisse minimise le nombre de joueurs ne jouant pas avec leur couleur de préférence. En ce sens, il est préférable de faire jouer Hugo avec les noirs contre Inès avec les blancs et de donner la dispense à Gérard au lieu d'avoir un joueur n'ayant pas sa couleur souhaitée. Nous avons donc complété l'appariement de la ronde. Nous avons ici un graphique reprenant le processus d'appariement en cas de groupe homogène, c'est-à-dire où tous les joueurs du groupe ont le même nombre de points, ainsi que pour les groupes hétérogènes. On remarque ici Noémie, qui est excédentaire dans le groupe à 1 point, et est donc appariée contre le premier joueur du groupe à un demi-point. Établir une liste de classement pour un système suisse n'est pas forcément aisé. Les joueurs sont toujours classés en fonction du nombre de points obtenus. En cas d'égalité de points, de nombreux critères de départage sont envisageables. Par exemple, le nombre de gains, le pourcentage avec les noirs ou la confrontation directe. Le Buchholz est très populaire et peut être paramétré de différentes manières dans un logiciel. Le Sonnenberger, quant à lui, est plus adapté au tournoi toute ronde qu'un Open. À citer encore la moyenne Elo des adversaires, ou une variante de l'un des départages ci-dessus. Là encore, le départage utilisé doit être défini à l'avance dans le règlement du tournoi. Très courant dans les Open est le Buchholz, avec un résultat tracé, suivi de la somme des Buchholz. Que représente plus précisément le Buchholz? Il s'agit de la somme des points des adversaires. Il donne une indication sur la force de jeu effective de nos adversaires dans le tournoi, combien de points ils ont obtenus, mais ne donne pas d'informations sur leur niveau de jeu attendu, combien de points ils auraient dû obtenir. Les variantes sont le Buchholz tronqué, où l'on ne considère pas un ou plusieurs résultats, forfait et bail en premier. La moyenne Elo adverse donne quant à elle le niveau attendu des adversaires que l'on a eus, mais aucune information sur leur performance effective dans le tournoi. Là également, un ou plusieurs adversaires peuvent être laissés de côté, les forfaits et bails étant effacés en premier. Ce départage est abrégé ARO pour Average Rating of Opponent. Un départage en vogue dans le passé était le cumulatif, c'est-à-dire que l'on ajoute, après chaque ronde, le nombre de points actuels au score une ronde avant,
Par exemple, 1 point après la ronde 1 et 2 points après la ronde 2 donnent un cumulatif de 3. Un départage moins courant est le résultat avec les noirs, en partant du principe qu'il est plus difficile de marquer des points avec cette couleur par rapport au blanc. Ce départage est plus courant dans les toutes rondes que dans le système suisse. Il n'y a pas d'exercice prévu pour le système suisse. Nous vous recommandons cependant de consulter les appariements d'un tournoi qui a été joué dans votre club par exemple, et d'essayer de comprendre comment les appariements ont été effectués. Dans la pratique, certains éléments rendent les appariements plus complexes à établir que dans les exemples présentés. Des joueurs sont par exemple appariés à la première ronde mais ne viennent pas. Il en résulte des forfaits. D'autres ne souhaitent pas jouer une ronde et peuvent prendre un bail d'un demi-point si le règlement du tournoi le permet. Les premières rondes d'un tournoi ne sont alors pas très recommandées si on souhaite comprendre le fonctionnement du système suisse. Nous sommes arrivés au terme de ce module sur les systèmes de tournoi, toutes rondes, coupe et système suisse. N'hésitez pas à contacter les responsables francophones du cours d'arbitre national en cas de question. Parcourez les exemples pratiques de ce cours et revisionnez les différents sujets de ce module, ou étudiez les polycopiés mis à disposition sur les systèmes de tournoi. À noter que le système suisse en particulier est étudié en détail dans les séminaires pour arbitre FIDE et arbitre international, mais ne représente pas une thématique centrale pour l'obtention de la licence d'arbitre national. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain module.